Voici le moment venu de faire le lien entre le signe de la fonction dérivée et le sens de variation de la fonction de départ. Alors il y a 3 items qui reprennent cette synthèse sur le signe. On va énumérer les 3, mais on ne démontrera ici que le premier. Les autres démonstrations étant relativement similaires, elles feront l'objet d'exercices un peu plus tard. Première chose, on vous annonce que si la dérivée est strictement positive sur un intervalle, qui est inclus dans le domaine de dérivabilité de la fonction, alors la fonction f est strictement croissante sur cet intervalle. On la notera par une flèche qui monte dans les tableaux de variation à l'avenir. De la même manière, si f' est plus petite que 0 sur un intervalle inclus dans le domaine de dérivabilité, alors la fonction f sera strictement décroissante sur cet intervalle et on mettra une flèche qui descend. Et troisième item, si f' s'annule en a et qu'elle change de signe en a, la fonction présente un maximum ou un minimum local en a. Dans les tableaux, ça se présentera de la manière suivante pour le dernier point. Donc si en a, la dérivée s'annule, on mettra pour la ligne de f' un 0. Et on dit que si elle change de signe, ça peut être de négatif vers positif, mais ça pourrait être de positif vers négatif. Alors elle présente dans un cas un maximum ou un minimum. Là, ça va dépendre. Si c'est négatif d'abord, ça veut dire qu'en fait, avec l'item B, la fonction est d'abord décroissante et par l'item A, elle est croissante à droite de A. Donc dans ce cas-ci, si elle descend et puis qu'elle monte, c'est qu'on atteint un minimum. Dans l'autre cas de figure, si on a un plus au niveau de la dérivée première, alors la fonction est en train de monter. Si on a un moins, c'est qu'elle descend à droite de A et donc dans ce cas-là, on atteint un maximum. Alors, démonstration du premier item. Alors dans ce premier item, on vous dit, tiens, si f' de x est strictement positive sur un intervalle inclus dans le domaine de f, alors f est strictement croissante sur cet intervalle. Bon. Là, ce sont en réalité nos hypothèses. On va donc prendre 2 points. On va appeler x1 et x2, et ces 2 points x1 et x2, je vais les choisir dans l'intervalle grand I, de manière à ce que x1 est strictement plus petit que x2. En fait, cet énoncé, si f' de x est strictement positif, alors la fonction est strictement croissante, on va pouvoir le réécrire. C'est là que j'ai peut-être été un peu vite. On pourrait le réécrire de la manière suivante. Donc, soit f, je vais écrire dans une autre couleur. Donc, soit, pas l'air de vouloir changer de couleur. Ce que je vais faire pour éviter la confusion, c'est que je vais effacer alors l'énoncé tel qu'il était écrit et je vais l'écrire en mathématiques. Donc, soit petit f, une fonction qui va de R dans R, comme à chaque fois. Je m'assure qu'elle est dérivable sur un intervalle grand I. Cet intervalle grand I, il est inclus idéalement dans le domaine de dérivabilité. Donc si, pour tout x que je choisirai dans cet intervalle grand I, j'ai que f' de x est strictement plus grand que 0, alors f de x est strictement croissante sur I. Ça dit exactement la même chose que ce qui était écrit avant. Là, j'ai juste ajouté le symbolisme mathématique. Bon, ça, c'est notre énoncé. Avec nos hypothèses et notre thèse qui est que nous devons démontrer la croissance stricte sur l'intervalle. Je vais prendre 2 points dans mon intervalle I avec x1 défini comme étant strictement plus petit que x2. Puisqu'on sait que x1 et x2 appartiennent à I, je suis sûre d'une chose, c'est que l'intervalle qui va de x1
AX2 est entièrement inclus dans cet intervalle grand I. Puisque f est dérivable sur I, donc je sais que f est dérivable sur I, je suis sûr que f est dérivable sur l'intervalle x1, x2 qui est lui-même inclus dans I. Et je devrais mettre des crochets ouverts. Entre x1 et x2 strictement, elle va être dérivable à coup sûr. Par contre, elle est continue sur l'intervalle qui va de x1 à x2. Alors, c'est le théorème qui fait le lien entre la dérivabilité et la continuité qui nous permet d'affirmer ceci. Donc, j'aurais bien changé de couleur, mais il n'a pas l'air de vouloir, donc tant pis. Donc, théorème sur la dérivabilité et la continuité. Puisque toutes les hypothèses du théorème de Lagrange sont réunies, je peux appliquer ce théorème. Donc, par le théorème de Lagrange, qu'est-ce que je vais pouvoir affirmer? Eh bien, Lagrange nous dit que si on a une fonction continue sur un intervalle fermé, dérivable sur ce même intervalle mais ouvert, alors il existe d'office un réel ici qu'on va appeler C, qui appartient à l'intervalle ouvert x1, x2, tel que le nombre dérivé de la fonction en C est égal, on l'a dit tout à l'heure dans une autre vidéo, à la pente de la séquente entre x2 et x1, donc f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Par hypothèse, on sait que pour tout x appartenant à l'intervalle I, on a f' de x qui est strictement plus grand que 0. Ça, c'est l'hypothèse qui a été formulée ici. Je vais l'entourer à défaut de couleur toujours. Donc, notre hypothèse nous dit que pour tout x de l'intervalle I, la dérivée est strictement positive. Or, C appartient à x1, x2, qui est lui-même inclus dans I. Donc, f' de C est strictement positif. Le C que j'ai pu déterminer à l'aide du théorème de Lagrange appartient à l'intervalle x1, x2 sur lequel ma fonction dérivée est strictement positive, donc f' de C doit forcément aussi être strictement positif. Ce qui implique que la pente de la séquente entre x1 et x2 va, elle, être aussi strictement positive. Donc f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, strictement positif, puisqu'on avait dit juste avant, je vais l'encadrer, que ce nombre dérivé en C était égal à la pente de la séquente. On a aussi choisi notre x1 et notre x2 tel que x1 était plus petit que x2, à ce niveau-ci. Donc si x1 est plus petit que x2, je sais que la différence entre x2 et x1 sera positive. Donc x2 moins x1 devra être positif. Si, dans notre barre de fraction, enfin dans notre fraction ici, x2 moins x1 est positif, et que la fraction elle-même doit être entièrement positive, je n'ai pas d'autre choix que d'en déduire que le numérateur est lui-même positif. Donc f de x2 moins f de x1 doit être positif. Autrement dit, si le numérateur est positif, c'est que f de x2 est plus grand que f de x1. Mais si
f de x2 est plus grand que f de x1, ça veut dire que notre fonction est croissante, puisque l'image de x2 qui est située a priori à droite de x1 est supérieure à l'image de x1, c'est que la fonction est en train de monter. Donc tout ce qu'on vient de dire ici montre simplement qu'on retrouve la définition de la fonction croissante qui a été vue en quatrième, donc montre que pour tout x1, x2 appartenant à un intervalle i, si x1 est plus petit que x2, alors f de x1 est plus petit que f de x2. Ça, c'est la définition de la croissance sur un intervalle AB. Donc f est strictement croissante sur un intervalle AB dans lequel on aurait pu choisir f de x1 et f de x2. Donc pour rappel, la définition de la croissance que j'ai faite juste à ce niveau-ci, on l'illustrait en quatrième par un graphique de ce type-là. Si je choisis un x1 plus petit qu'un certain x2 et que j'observe que l'image de x1 est plus petite que l'image de x2, alors c'est que la fonction est croissante entre x1 et x2 si ça fonctionne pour tous les x1 x2 choisis dans un intervalle i. Donc ici, l'intervalle i du domaine. Si ça fonctionne pour tous ces couples de points définis de cette manière-là, alors la fonction est croissante. Voilà. Il faut agir de la même manière pour montrer que lorsque la dérivée est négative, la fonction sera décroissante, et de la même manière pour montrer après qu'avec le changement de signe, on pourra parler de minimum ou de maximum.